Hello les amis. Aujourd'hui, je me lance sur l'épisode dont j'avais parlé à propos de mes neuroatypies, de la façon dont je les vis. Et j'avais envie de faire ça un peu différemment, dans le sens où plutôt que d'expliquer mes neuroatypies à travers les critères officiels de diagnostic de ces particularités, j'avais envie de vous les présenter plutôt sous l'angle euh, comment je perçois le monde et par conséquent comment j'interagis avec lui, puisque ma position c'est que les neuroatypies, enfin moi je ne me perçois plus comme une personne handicapée par rapport à ça, et plus comme une personne juste différente. Donc l'idée c'était aussi de montrer que ça peut être raconté d'une manière moins pathologisante, et puis ça me paraît plus positif et plus en accord avec la façon dont je considère mes neuroatypies. Et puis ça m'aide aussi à m'accepter comme je suis plutôt que de voir ça comme quelque chose de négatif que je dois compenser et potentiellement pour lequel je serais rejetée. Donc j'ai fait tout un plan et je voulais commencer avec faire un peu le tour des cinq sens parce que c'est la base de la perception du monde. Voilà, et je vais essayer de faire le lien avec les neuroatypies, mais bon, ça c'est pas forcément quelque chose que je vais faire systématiquement. De toute façon, pour ce qui est des personnes autistes et TDAH, apparemment, c'est pas apparemment, c'est sûr, euh, cette population de l'espèce humaine présente régulièrement, enfin de manière assez remarquable, des hypersensibilités ou des hyposensibilités, voire les deux. Euh, donc voilà. Pour ce qui est des personnes THPI, je sais pas s'il y a des corrélations qui ont été faites par rapport à ça, mais bref, je vais essayer de faire le lien avec ces diagnostics-là, mais c'est pas non plus une condition que je m'impose pour dérouler mon propos, donc on verra comment ça vient, voilà. Donc on va faire le tour des cinq sens, et après on verra plutôt comment je pense, voilà, ma façon particulière d'utiliser mon cerveau, on va dire. Après, je vous dirai un peu comment je suis dans mes relations, dans l'aspect particulier. Et puis, en dernier, ce qui est essentiel pour moi dans la vie et qui est aussi un peu particulier. Ou, ouais, je sais pas si c'est particulier, mais en tout cas, c'est moi, quoi. Bref, donc on démarre avec la vue. La vue, donc je suis sensible à la lumière. Du coup, faut pas qu'elle soit trop vive parce que ça peut vite me donner mal à la tête. J'ai une sensibilité aux couleurs qui est assez incroyable. C'est-à-dire que quand je me balade, voilà, en été, qu'il y a plein de petites fleurs partout, ça me fait un effet. Les jardins, enfin, les fleurs globalement, la végétation, enfin, les couleurs, je les perçois de manière vachement intense, en fait. Et du coup, c'est waouh, c'est magnifique. Ça peut me faire ça avec les goûts aussi, de certaines choses, notamment les fruits. Mais ouais, enfin, on parlera du goût après. Donc, sensible aux couleurs, et puis du coup, évidemment, sensible aux motifs, notamment les motifs qui se répètent, je les repère très vite. Et ça, c'est une compétence qui est associée à l'autisme, plutôt. Donc voilà, globalement, je suis très sensible à la beauté. Et ça peut vraiment m'émouvoir jusqu'aux larmes, enfin, quel que soit le domaine où ça s'exprime. Et en fait, quand je dis la beauté, c'est pas forcément la beauté telle qu'on l'a définie à notre époque, selon les critères définis, voilà, qui sont un peu fabriqués par les modes ou ce genre de choses. Je sais pas comment dire, mais enfin, je crois que c'est plus particulièrement une capacité à voir l'harmonie partout où elle s'exprime, je dirais, plutôt que la beauté, parce que la beauté, c'est vrai que c'est plus subjectif. Et du coup, c'est pas forcément là où la plupart des gens la voient. Euh, J'ai pas pensé à vous donner un exemple, et là, il y a rien qui me vient.
Mais du coup, ça fait que je peux m'émerveiller d'un truc tout à fait banal, tout à fait insignifiant. Et en plus, autant de fois je vais le voir et autant de fois ça va m'émerveiller parce qu'il sera toujours aussi harmonieux, quoi. C'est, ça participe un peu à mon côté un peu naïf, un peu enfantin que j'ai. Euh, mais en fait, ce qui se passe avec l'harmonie, c'est que ça me procure, c'est pas juste beau à voir, ça me procure vraiment une sensation physique particulière de bien-être. Enfin, c'est vraiment très agréable pour moi. Et du coup, j'ai tendance à rechercher ça. Et du coup, je suis le genre de personne dont on va dire qu'elle a des goûts de luxe. Parce que en fait, malheureusement, dans le monde où on est, tout ce qui est beau, tout ce qui est élégant, tout ce qui est pensé avec cette intention d'harmonie, en tout cas dans les créations humaines, bah, c'est réservé au luxe, c'est réservé à ceux qui en ont les moyens. Et bon, heureusement, il y a aussi la nature qui reste accessible la plupart du temps, et la première source de choses harmonieuses, c'est vraiment bien la nature. On ne fait que la, comment dire, limiter dans nos créations, mais en réalité, c'est ça la première. Donc oui, je suis super, super sensible. Enfin, je peux passer un temps incroyable à regarder un arbre, le mouvement des feuilles dans le vent. Enfin, ça peut me captiver pendant un certain temps. Ou regarder les motifs d'un cours d'eau pendant qu'il s'écoule. Enfin, ce genre de choses. Déjà, les reflets lumineux. Enfin, ça me fascine aussi. Donc, c'est aussi pour ça que j'aime bien les bijoux, parce que c'est des objets qui captent la lumière. Il y a plein de reflets, plein de couleurs, ça brille. Enfin, ouais, j'aime bien les kaléidoscopes aussi. J'aime beaucoup ça. Par contre, oui, tout ce qui est dissonant, tout ce qui est incohérent, tout ce qui visuellement n'est pas équilibré ou ce genre de choses, ça peut vite être insupportable pour moi. J'aime bien. Alors, c'est pas forcément que tout soit aligné, parce que ça c'est un truc qui est assez identifié autiste aussi. Et c'est pour ça que je parlais plus d'harmonie que d'ordre, parce que en fait, c'est pas forcément l'ordre qui est important, même si ça peut beaucoup participer à l'harmonie la plupart du temps. Parfois, je vais pas forcément chercher à ce que tout soit bien droit, tout soit aligné, mais je vais chercher une espèce d'équilibre un peu impalpable qui va me faire sentir un espèce d'apaisement, ouais, comme quand tout est en ordre, quoi. Je sais pas trop comment expliquer. Quand c'est pas assez harmonieux, ça peut carrément me provoquer des sensations physiques désagréables, du genre nausée, dégoût, et la boule au ventre, enfin des frissons. C'est trop chelou. Enfin pas pour moi parce que je le vis tout le temps, mais je me suis bien rendu compte que enfin que j'avais pas beaucoup de gens qui vivaient les choses de cette manière-là. Donc ça c'était pour la vue. Maintenant l'ouïe, c'est un peu pareil, hein. Je suis sensible au bruit fort, au bruit trop aigu ou répétitif. Globalement, j'aime bien le calme. Je dis ça avec hésitation parce que j'écoute aussi de la musique qui est pas forcément calme. Et du coup, je me demandais un peu comment ça se faisait. Mais je crois que la musique, c'est autre chose. C'est plutôt par rapport au TDAH et à la recherche de stimulation. Et dans la musique, il y a aussi une harmonie, même si c'est pas de la musique calme. Il y a aussi cette recherche d'harmonie et d'équilibre sonore. Alors, les bruits de moteur, j'aime pas du tout. Tout ce qui est mécanique, c'est très rare que j'apprécie un bruit qui vienne d'un truc mécanique. Peut-être, tout au plus, un petit peu, le bruit de la machine à coudre, parce que ça me rappelle des souvenirs d'enfance. Mais même ça, il faut pas que ça dure trop longtemps, il faut pas que ce soit trop fort. Si je l'entends de loin, un petit peu, ça va, pour le côté Madeleine de Proust, mais c'est tout. Je réfléchis, mais je vois pas de bruit mécanique que j'apprécie. Mécanique ou... ouais, je crois pas. Par contre, les bruits de la nature, ça me procure un bien-être immédiat, mais vraiment, c'est fou, quoi. Les bruits d'eau, c'est dingue, ça m'apaise quasi immédiatement. Il y a vraiment un truc... c'est comme si je sentais vraiment la réaction de tout mon système nerveux face à ça. Et bien sûr que n'importe quel être vivant est sensible à l'harmonie de la nature, donc voilà, c'est normal. Mais moi, je le ressens vraiment fortement, quoi. Certaines voix sont assez insupportables sans que je sache vraiment pourquoi. C'est pas forcément toujours le même type de voix. Je sais pas à quoi c'est dû.
Mais parfois c'est vraiment, ça peut me faire mal aux oreilles, mal à la tête, enfin vraiment, je comprends pas pourquoi. Aussi parfois ça me fait une vibration désagréable au niveau du tympan. Mais c'est pas comme des acouphènes ou comme parce que des acouphènes des fois ça fait des comme des espèces de vrombissements, voilà. Et en fait moi ça fait plutôt comme si on venait me tapoter très vite dessus, c'est hyper bizarre. Et je suis donc très sensible à la musique et ça peut vraiment me faire voyager très loin dans des espaces émotionnels vraiment intenses. Du coup je fais très attention à ce que j'écoute parce que si c'est trop sombre, je peux plonger très bas et après bah y a personne pour me remonter quoi donc faut que je fasse attention. Pareil aussi pour les films, je fais attention aussi à ce que je regarde. Pareil, tout ce qui est actualité, je l'écoute pas du tout parce que c'est bien trop négatif. Enfin là, c'est plus vraiment de l'écoute, c'est plus en termes d'idées, d'informations, voilà. Donc c'est pas tout à fait le truc, mais ah oui, pour la musique, parfois je m'amuse à écouter plusieurs fois le même morceau en isolant mentalement soit une voix, soit un instrument. Et du coup, c'est comme si j'écoutais à chaque fois un morceau différent. J'adore faire ça. Des fois aussi, je fais des mélanges de morceaux dans ma tête, comme si c'était des mash-up. Sauf que c'est pas des mash-up que j'ai écoutés, c'est juste deux morceaux que je trouve assez similaires ou qui ont une parenté, quoi. Et que je trouverais justement que le mélange des deux serait harmonieux, donc je fais ma sauce dans ma tête. Enfin, c'est voilà. J'adore le son de certains mots. Avant, je les répétais dans ma tête. Et ça, j'ai su après que c'était de l'écholalie quand j'ai fait mon diagnostic d'autisme. Donc l'écholalie, c'est quand on répète comme ça, soit je veux dire, soit à voix haute, soit dans la tête, des phrases, des mots, des sons, juste parce que ça, sensoriellement, c'est apaisant. Donc moi, je fais ça avec certains mots, mais c'est pas forcément. Ça peut être juste un mot que j'entends dans une conversation qui me plaît, et du coup, je vais le répéter dans ma tête. Et quand je suis chez moi tranquille avec mes enfants, soit je le répète en chuchotant, parce que j'aime bien la sensation du chuchotement, ou alors je répète à haute voix parce que ça nous fait marrer, et voilà quoi. Et mes enfants aussi ils font ça, donc du coup ça n'arrange personne. Et ça dure pas 3 heures non plus quoi, c'est juste... c'est plus comme un jeu, et en même temps c'est agréable, voilà. J'aime particulièrement les vibrations profondes. Les voix très graves, le bruit du tonnerre, ça me fait un truc physiquement, c'est indescriptible, mais c'est vraiment très très agréable pour moi. Du coup, j'adore les orages, ça m'apaise, mais c'est fou. Ça et le bruit de l'eau, c'est vraiment, c'est super quoi. Alors, le toucher, maintenant, je suis absolument dingue de tout ce qui est texture pelucheuse. Donc forcément, j'adore le velours, par exemple. Et puis, bah, les peluches en général. Et tout ce qui a des poils, donc les animaux, enfin, j'adorerais avoir un chat par exemple, j'en ai eu quand j'étais petite, même un chien, enfin franchement, tous les animaux poilus, c'est bon, y a pas de souci. Les animaux poilus qui aiment bien les câlins quand même, parce que sinon ils vont avoir peur de moi, ils vont vouloir s'enfuir. Les cheveux aussi, ça me fascine, mais c'est plus peut-être plus un truc visuel, je sais pas. C'est aussi tactile. Mais voilà, il y a ce truc avec les reflets, les textures et tout qui est assez stimulant pour moi visuellement. Donc ouais, les cheveux. J'aime aussi tout ce qui est moelleux, les coussins, les doudounes, enfin bref, les trucs moelleux quoi. Et puis bah j'adore les câlins. Je suis très tactile. Et en fait, ce qui se passe, c'est que bah vous avez vu avec tout ce que je vous ai décrit comme spécificité sensorielle, en fait, ma sensorialité, elle est pas, enfin, comment dire, c'est multicouche en fait. Quand je ressens un truc par un de mes sens, ça active d'autres niveaux de réception, de sensations, je sais pas comment dire. Ouais, c'est multicouche. Et du coup, quand je fais un câlin à quelqu'un, c'est vachement intense pour moi, mais pas intense dans le genre vif, mais intense dans la... Oh, je sais pas comment décrire le truc. Je ressens la chose intensément, voilà.
ça vibre à tous les étages, quoi. Et du coup, c'est jamais anodin, c'est jamais, c'est toujours, ouais, c'est toujours très intense et très agréable du coup. Sinon, j'adorerais pas ça. Après, je fais pas des câlins à n'importe qui, hein, parce que si c'est pas good vibe, voilà, mais en même temps aussi, ça m'a posé problème quand j'étais plus jeune parce que notamment dans les relations amoureuses, j'ai pu être avec des garçons qui du coup faisaient des câlins parce qu'ils attendaient autre chose de moi, et moi je savais pas parce que je savais pas que j'étais la seule à ressentir cette intensité-là dans l'échange. Du coup, je prenais ça pour des marques d'affection alors que c'était juste, enfin bref, c'était pas, ouais, c'était pas aussi égalitaire, on va dire. Donc évidemment, je suis sensible à tout ce qui manque de douceur. Je me sens assez inconfortable avec les tissus rêches. Tout ce qui va gratter, piquer, enfin évidemment les coutures des vêtements et puis il y a la fameuse étiquette des t-shirts dont on parle beaucoup concernant les autistes. Ouais, toutes les coutures et les élastiques, ouais, faut que ce soit doux quoi. Faut que ce soit doux et que ça pique pas, que ça gratte pas. Je déteste, mais alors vraiment, les trucs visqueux et les trucs qui collent, genre quand on touche un truc qui est sucré et que ça colle au doigt. Je déteste ça, mais mon dieu. Ah, j'aime pas du tout. Et les trucs visqueux, donc. Donc le slime, c'est pas pour moi. Je suis très sensible au froid, plutôt frileuse. Par exemple, je fais toujours chauffer un peu l'eau du robinet avant de me laver les mains, parce que sinon c'est vraiment trop désagréable. Et puis, je déteste aussi le moment où il faut se déshabiller avant d'aller se doucher, là, parce que, bah, sauf si la salle de bain est chauffée, bien sûr. Et le truc bizarre, le truc le plus bizarre, qu'à chaque fois que je raconte ça, ça fait rire les gens, c'est que quand il fait froid dehors, quand je sors et qu'il fait froid, j'ai froid aux yeux, au globe oculaire, quoi. Je sens le froid au niveau de mon globe oculaire. C'est horrible. Et les dents aussi. C'est horrible. Comme quand les gens qui ont une sensibilité dentaire, sauf que moi, c'est juste normal. Juste d'avoir l'air de l'extérieur qui est froid. Quand je souris, par exemple, bah, je vais avoir froid aux dents et je vais avoir froid aux yeux. Voilà. Je suis très sensible à la douleur. Vraiment, je peux avoir vite mal et ça me fait vraiment comme une explosion dans mon cerveau. C'est un truc de fou. Et je peux vite être engourdie, étourdie, limite frôler le malaise vagal si par exemple je me cogne ou un truc comme ça. Quand c'est des douleurs, on va dire chroniques, ça me fatigue énormément. Ouais, c'est comme si ça sollicitait vraiment beaucoup de ressources pour moi de supporter ça, quoi. Donc voilà pour le toucher. Ensuite le goût. Alors le goût, c'est un peu, ouais, c'est un peu particulier. J'aime beaucoup tout ce qui est régressif. Donc les trucs sucrés, les trucs à base de lait, les textures de gâteaux, moelleuses, spongieuses, comme ça. Le pain. Alors le pain, je sais pas, c'est un truc de dingue. J'aime tellement ça, je comprends pas. Je sais pas pourquoi. Mais tous les pains, enfin pas tous, mais vraiment, le pain, c'est un aliment où on peut rarement se tromper en m'offrant du pain, quoi. Voilà, les trucs croustillants aussi, j'aime bien. Genre les biscottes, enfin, c'est encore une sorte de pain, mais les gaufrettes, les trucs comme ça, voilà. Et je sais pas pourquoi, mais j'adore la nourriture frite. Donc tout ce qui est beignet, sucré ou salé, quel que soit le genre, j'adore. Voilà. Et sinon, particularité plus autistique, on va dire, j'aime bien quand je mange avoir. Alors le truc classique qu'on associe à l'autisme, c'est le fait de séparer les aliments et de pas pouvoir les manger en même temps. Moi, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que quand je mange, j'aime bien avoir un petit peu de chaque aliment dans ma bouche en même temps. Je sais pas pourquoi, mais ça me semble plus ordonné comme ça. Du coup, c'est plus, ouais, je sais pas, ça m'apaise, ça me semble plus normal. Je sais pas comment expliquer. Mais du coup, si le nombre de morceaux est inégal, je laisse dans l'assiette. Je peux pas continuer à manger. Je sais pas comment dire. C'est un peu voilà, c'est comme ça. Du coup, j'adore tout ce qui est salade composée. Enfin,
C'est surtout quand c'est moi qui les fais parce que je suis sûre que c'est à part égale et que du coup, voilà, je vais avoir le goût à chaque fois. Mais globalement, une salade composée, on arrive toujours à avoir le goût de chaque élément en même temps dans la bouche, donc ça va. Salade de fruits, j'adore. Globalement, les plats où tout est mélangé, genre biryani indien ou les fried rice, euh, qu'on retrouve pas mal en Asie aussi. J'aime bien les sandwichs parce que du coup tout est superposé, donc quand je prends une bouchée, il y a tout en même temps. Enfin voilà. Ensuite, l'odorat. Euh, Ah oui, si, dans le goût aussi, je n'aime pas du tout les boissons pétillantes. Donc je n'aime pas le champagne, par exemple. J'aime pas la bière non plus. Le coca, ça passe parce que c'est très sucré au goût. Même un coca zéro, ça reste très sucré. Mais c'est pas vers ça que je vais aller en premier. Euh, je suis pas très bulle, quoi. J'aime pas trop la sensation que ça fait. Donc l'odorat. C'est peut-être là où j'ai le moins de particularités. J'ai pas remarqué de trucs spéciaux, si ce n'est que quand je sens une odeur désagréable, elle est très désagréable, et quand elle est agréable, elle est très agréable. Donc c'est plus sur en termes d'intensité, mais j'ai pas de particularité. Euh, ouais. Mais ce truc d'intensité, je l'ai dans tous les sens en fait. Je veux dire, les 5 sens sont concernés par ce truc d'intensité. C'est ce qui fait, par exemple, que quand je disais tout à l'heure les câlins, c'est très intense. Ben, c'est parce que tous mes sens sont très intenses. Du coup, quoi que je fasse, tout est très intense. Je crois que c'est pour ça que j'ai vraiment besoin, particulièrement de douceur. Alors, maintenant qu'on a fait les 5 sens, on va regarder comment je pense. Comment je pense? Alors, évidemment, en tant que personne au potentiel, j'ai besoin de penser tout le temps. Et puis, je peux pas m'empêcher de tout analyser. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je capte énormément d'informations en permanence, à travers mes sens, voilà. Et je crois que mon cerveau, il a besoin de les classer, en quelque sorte, pour que ce soit digeste. Parce que sinon, ça fait trop d'informations en même temps, et c'est juste impossible à gérer. Du coup, ça se manifeste avec cette analyse permanente de tout ce qui se passe autour de moi, et aussi en moi. Euh, Parce que c'est vrai que j'ai parlé de ce que je percevais de l'extérieur, mais j'ai pas forcément parlé de ce que je percevais de l'intérieur. Bon, c'est à peu près similaire en vrai. Je crois pas avoir des particularités par rapport à ce que je perçois en moi. Non, c'est toujours cette intensité. Les symptômes qu'on peut ressentir quand on a certaines émotions, chez moi, ils sont très forts. Donc je vais avoir le cœur serré très fort, mal au ventre très fort, enfin le ventre qui se serre très fort, ce genre de choses. Tout est plus intense en fait, d'après ce que j'ai compris. Donc je reviens à comment je pense. Oui, aussi j'ai besoin d'apprendre des choses tout le temps. Sinon je m'ennuie. Et quand j'apprends pas, il faut que je crée. En bref, mon cerveau, il est pas, s'il est pas assez utilisé, je m'ennuie et c'est pas juste un ennui léger où voilà, on attend d'avoir une idée et on passe à autre chose. C'est vraiment comme si je plongeais dans un espèce de vide intersidéral. C'est insupportable en fait. C'est vraiment nécessaire pour moi d'avoir une activité cérébrale plus ou moins permanente. Sinon, je pète un plomb, en fait. Du coup, quand le burn-out a commencé, enfin le dernier là que j'ai fait, c'était horrible parce qu'il y a eu toute une période où je n'avais plus l'énergie pour penser. Et du coup, j'étais dans le vide. Mais dans le vide, c'était horrible. Heureusement, c'est une période où je dormais énormément, donc je le sentais pas trop, on va dire, mais c'était un peu paniquant pour moi. Du coup, dans les moments de repos ou de rêverie que je peux avoir, en fait, je pense à tellement de trucs que... Alors, c'est pas que ça me repose pas, au contraire, c'est comme si je me laissais libre de laisser tourner la machine, en fait. Mais je pense jamais à rien, en fait. J'arrive pas à penser à rien, ça, c'est pas possible. Ensuite, comment je suis dans mes relations, et qui m'a souvent été renvoyé comme atypique, ou que j'ai remarqué comme différent par rapport à mon entourage. Je suis pas capable de relations superficielles. J'ai jamais pu. J'ai besoin d'échanges profonds, sincères et riches.
Pour donner un exemple, j'ai jamais compris, par exemple, comment les personnes de mon entourage quand j'étais jeune, voilà, ado, jeune adulte, on va dire, plutôt jeune adulte, j'ai jamais compris les personnes qui se mettaient en relation, enfin en couple, sans sentiment. Je comprenais même pas comment c'était possible en fait. Et encore moins les relations sexuelles sans sentiment, je comprends pas. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Mon système, il est pas prévu pour ça, du coup. Chacun fait ce qu'il veut, mais moi, j'arrive pas à comprendre comment ça marche. Moi, j'ai vraiment besoin de cette profondeur-là, et puis d'un échange à la fois émotionnel et à la fois intellectuel assez riche. Sinon, c'est pas intéressant. Ça veut pas dire que je suis pas capable d'apprécier la légèreté, ou de rigoler un bon coup, ou de dire des bêtises, enfin voilà, ça, y a pas de souci. La créativité, ça marche dans tous les sens, hein, c'est pas que pour les trucs sérieux. Donc j'aime bien rire aussi, enfin voilà. Mais j'aime pas quand c'est creux, en fait. Quand c'est trop en surface et qu'il y a rien derrière, ça me demande vraiment un effort, parce que moi, ma nature, c'est d'aller en profondeur. Donc si je peux pas aller en profondeur, ça me demande un effort de rester en surface. Et ça me fatigue énormément. Et je dirais que ça, c'est plutôt le côté HPI, ouais. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans mes relations? Ah oui, il y a mon côté naïf assez premier degré, qui est pour le coup plutôt associé à l'autisme, et qui est largement compensé par cette capacité d'analyse rapide et profonde, qui me permet du coup de scanner les situations et d'arriver à comprendre que il y a un second degré, ou que tout n'est pas ce que ça semblait être. Mais j'ai quand même souvent ce côté enfantin dans ma façon de comprendre les choses et d'y réagir comme ça dans le quotidien. Aussi, je comprends un peu trop les gens. Alors ça c'est bizarre dit comme ça, mais c'est vraiment ça. C'est toujours à cause de ce côté hyper analytique, mais aussi à cause de mon hyper empathie. Parce que parmi les informations que je reçois de l'extérieur, il y a aussi les émotions et les pensées des autres. Et même parfois leur état de santé, leur douleur physique, enfin, ça peut aller très loin, quoi. Du coup, quand je suis en face de quelqu'un, je capte tout. Mais quand je suis en face de quelqu'un de malveillant, je capte en premier lieu la souffrance qui est à la source de son comportement malveillant. Du coup, je suis dans la compassion et j'arrive plus, enfin, c'est comme si j'oubliais ou j'arrive plus à me protéger ou à me défendre de la malveillance de cette personne. Parce que j'ai scanné tout au fond de son cœur, on va dire, et que j'ai compris pourquoi la personne elle était méchante, quoi, en gros. Et du coup, j'arrive plus à... Ouais, c'est très, très gênant. Ça m'a valu pas mal de problèmes. Et en plus, comme je ressens physiquement le mal-être ou le malaise ou la douleur de l'autre, j'ai tendance à vouloir l'apaiser pour pouvoir me sentir mieux, en fait. C'est même pas par bonté d'âme, c'est juste parce que ça me fait me sentir mieux, moi. Parce que comme ça, j'arrête de ressentir le malaise de l'autre, quoi. Mais mais du coup, oui, enfin quand c'est face à des gens malveillants, ça peut être vraiment gênant. Et puis même, c'est fatigant, même avec des gens qui sont tout à fait bienveillants, c'est fatigant d'être comme ça bombardé d'informations en permanence et de ressentir tout le temps ce que ressentent les autres. Donc ma seule façon d'éviter ça, c'est d'éviter les personnes qui sont trop désalignées, on va dire, de leur véritable nature. Je crois que c'est une assez bonne façon de résumer ça, parce que en fait, d'après ce que je perçois, c'est ça la source de la souffrance, en fait. Soit on a été désaligné de force par un accident de vie ou à cause de nos conditionnements, et du coup on n'est plus nous-mêmes, et donc on en souffre. Et cette souffrance peut aussi aller jusqu'à provoquer des comportements malveillants, mais voilà. Qu'on en soit conscient ou non, à la base il y a un désalignement par rapport à qui on est vraiment, et ça crée de la souffrance. Donc c'est comme si je pouvais pas, pardon, fréquenter des personnes qui souffrent trop. Mais c'est même pas le problème de personnes qui souffrent trop. Enfin si, ça joue aussi. Les personnes qui souffrent trop, c'est trop pour moi, je peux pas. Ça me fait trop souffrir en fait. C'est aussi pour ça que les actualités, les infos, je peux pas.
Mais ce qui est le plus désagréable pour moi, sensoriellement, enfin ouais, émotionnellement, je sais même pas quel mot utiliser, c'est quand les gens sont dans le déni de leur souffrance. Euh, Parce que quand la personne en a conscience, il y a une autre vibration que je sens. Et c'est beaucoup plus supportable pour moi. C'est peut-être comme si, du coup, ça n'était plus tabou, on pouvait en parler et ça désamorce le truc. Je sais pas, je sais même pas comment expliquer parce que j'ai pas de, enfin, ouais, je connais personne d'autre qui vit ça, avec qui j'ai pu en parler pour comparer nos expériences et j'ai pas non plus eu d'informations de la part des personnes qui m'ont accompagné au niveau psychologique, neurologique. Donc je sais pas comment expliquer vraiment ce qui fait que je ressens ce malaise ou pas. En tout cas, ça me permet quand même, enfin il y a quand même un élément comment dire, le fait que la personne soit consciente qu'elle souffre et l'intention qu'elle a autour de sa souffrance, ça change tout dans la façon dont moi je vais ressentir la personne, en fait. Et je pense que c'est pour ça que je suis quand même capable de recevoir des personnes en consultation, parce que les personnes qui vont prendre rendez-vous avec moi, elles ont quand même envie de comprendre ce qui leur arrive, d'évoluer, de guérir, etc. Et cette intention-là, ça change, je crois que ça change suffisamment leur énergie pour que moi, ça ne soit plus une souffrance pour moi de les ressentir. Ou en tout cas, pas trop, quoi. C'est vrai, en tout cas, c'est vraiment une autre vibration. Je sais pas comment expliquer ça. Aussi, oui, d'avoir conscience qu'on est dans le déni, mais que c'est de ça qu'on a besoin sur le moment. Je dis ça parce que je repense à ce qui se passe avec mes enfants, par exemple. Bon, bien sûr, je les ai éduqués à avoir conscience de ce qu'ils ressentent, mais du coup, j'ai remarqué que quand ils sont dans un état de souffrance et qu'ils sont pas prêts à en sortir, le fait qu'ils soient conscients de pas être prêts à en sortir, ça change aussi la façon dont je vais recevoir la vibration. C'est très complexe tout ça. J'ai pas encore tout compris comment ça marche, mais voilà, c'est comme ça que je le décris pour l'instant, par rapport aux connaissances que j'ai aujourd'hui. Donc du coup, les personnes qui se cachent ne sont pas à l'aise avec moi parce que je pense qu'ils sentent que j'arrive à percer le masque. Et même si c'est pas volontaire, et même si je l'exprime pas, et même si voilà, je pense qu'ils sentent que je vois. C'est comme si je voyais à travers leur camouflage, et ça doit pas être très confortable. Je pense que c'est pour ça qu'il y a des gens qui me supportent pas, même si je leur fais rien. Ils doivent sentir eux aussi quelque chose de leur côté. Le point positif de tout ça, c'est que c'est assez pratique pour les gens qui ont du mal à s'exprimer, ou qui aimeraient s'exprimer mais qui n'y arrivent pas. Parce que du coup, c'est comme s'ils n'avaient pas besoin de dire les choses, puisque moi je les ressens déjà. À partir du moment où on arrive à se dire qu'on peut en parler librement, qu'il n'y a pas de tabou ou de choses cachées, bah c'est pas grave quoi. Mais par exemple, pour donner un exemple de ça, ma fille elle est alexithymique, c'est donc je sais pas comment appeler ça, un trouble d'après les mots qui sont utilisés habituellement, qui est souvent associé à l'autisme, qui fait qu'on a du mal à identifier ses émotions à partir de ce qu'on ressent. Donc on a les sensations, mais on sait pas les interpréter. Donc ma fille, elle est comme ça, elle est autiste aussi, donc voilà. Et du coup, depuis qu'elle est petite, je verbalise à sa place par rapport à ce qu'elle ressent, parce que je ressens ce qu'elle ressent, par empathie ou par, je sais pas, je capte ses énergies, enfin voilà. Et donc depuis qu'elle est petite, je fais ça avec elle, et donc petit à petit, elle a appris à identifier, enfin à corréler la sensation avec le sentiment, et puis le contexte de ce qu'elle vit et tout ça. Donc elle a appris, et c'est très bien, ça a pas mal évolué. Mais c'est vrai que du coup, c'était pour illustrer le fait que les gens qui n'arrivent pas à exprimer ce qu'ils ressentent, ben, du coup, ils peuvent être plutôt confortables avec moi à cause de cette capacité-là que j'ai de ressentir ce que les autres ressentent. Du coup, oui, les animaux, les bébés, les très jeunes enfants, pareil, j'arrive à sentir ce qu'ils ressentent. Du coup, eux, ils parlent pas, de fait, mais moi, j'arrive à ressentir, donc c'est pratique aussi. Et d'ailleurs, je m'entends super bien avec les tout petits. Et quand j'étais jeune ado, souvent quand il y avait des fêtes, chez mes parents ou chez des amis de mes parents,
Je me retrouvais assez facilement avec les petits, parce que j'étais pas très à l'aise avec les gens de mon âge, ni avec les adultes. Et par contre, ouais, on se comprenait super bien avec les petits, quoi. J'aime bien aussi les personnes âgées, et je crois que c'est assez réciproque, parce qu'en général, elles sont arrivées à un âge où on est plus authentique, parce qu'on n'a plus besoin d'assurer certains jeux sociaux, certains masques sociaux, et du coup, c'est plus facile pour moi d'entrer en relation, parce que bah, c'est authentique, quoi. Il n'y a pas de choses à décoder, compliquées. Les choses sont dites, elles sont montrées telles qu'elles sont, et voilà. Et puis en plus, comme je suis une personne qui est plutôt très à l'écoute, et plutôt très réconfortante, si ce sont des personnes qui se sentent seules ou qui se sentent ouais isolées, elles sentent qu'elles peuvent me parler sans problème. Donc je suis le genre de personne à qui toutes les petites mamies et tous les petits papis parlent à l'arrêt du bus, ce genre de choses. Moi ça me dérange pas, je trouve ça chouette, j'aime bien, de toute façon j'aime bien les gens, donc voilà. Et du coup, à cause de toute cette empathie là que j'ai, je suis pas capable de méchanceté. Parce que quand je fais mal à quelqu'un, je le ressens mais immédiatement et c'est insupportable. Vraiment. Que ce soit une douleur morale ou une douleur physique, c'est pas possible. Je ne peux pas. Bon, ça m'arrive bien sûr de heurter quelqu'un par maladresse, mais je suis incapable de méchanceté, de malveillance, je peux pas. Et j'ai pas envie de toute façon, donc voilà, très bien. Et même quand c'est pour me défendre ou quelque chose comme ça, hein, je peux vraiment pas. J'en suis pas capable. Du coup, au début, quand je connais pas quelqu'un, je peux être assez silencieuse. Et en fait, j'observe pour essayer de repérer les endroits où je peux m'exprimer sans que sans que ça heurte les zones de fragilité de la personne. En fait, c'est un truc que je fais un peu instinctivement parce que je sais que je supporterais pas de lui faire mal et que je supporterais pas non plus la réaction qu'elle pourra avoir si jamais je touche à un endroit qui est trop sensible. Parce que parfois ça peut générer de l'agressivité, par exemple. Du coup, ouais, je suis assez observatrice au début et plutôt silencieuse. Parce que en fait, l'idée c'est de pas mettre en péril l'harmonie de l'interaction. Évidemment, si la personne, si l'espace qui est disponible pour qu'on puisse interagir sans que ça heurte la personne est trop petit, je prends mes distances, je n'encourage pas la relation, je développe pas, voilà. Et donc, dernière partie, ce qui est essentiel pour moi dans la vie. Ce qui est essentiel pour moi dans la vie, vous vous en doutez un peu, avec toutes ces sensibilités là, c'est d'avoir des moments de calme et de solitude où je suis tranquille avec moi-même et où je peux voilà pratiquer mes activités ressources. Dans le jargon, on appelle ça les intérêts spécifiques, mais c'est pas forcément que ça, parce que je peux aussi avoir des moments plus de contemplation, réflexion libre, rêverie méditatif, enfin bref. En tout cas, tout ce qui est activité manuelle avec ce côté méditatif. Donc tout ce qui est travaux d'aiguille souvent. Parce que du coup, avec mon cerveau hyperactif, ça me calme d'avoir ce geste répétitif. Par exemple avec la broderie, le tissage, le crochet, le tricot, tous ces trucs-là. Ça m'apaise vachement. Et puis le côté créatif, ouais, j'aime beaucoup. Par rapport à la méditation, je fais un petit... parce que je médite aussi, du coup. Et par rapport à la méditation, je me suis... Donc, étrangement, mon cerveau hyperactif ne m'empêche pas de méditer. Alors que ça aurait pu. Franchement, ça aurait pu. Bah, par exemple, mon fils qui est TDAH, on n'a pas du tout la même façon d'être TDAH. Moi, je suis plutôt inattentive, donc avec des problèmes d'attention, beaucoup. Et lui, la méditation, c'est juste pas possible. Il y arrive pas. Vraiment. C'est impossible. La méditation, l'hypnose, il peut pas. Moi, ce qui me sauve avec la méditation, c'est que
c'est encore une expérience multicouche, comme je disais tout à l'heure. Quand je suis dans cet état de conscience modifiée, de même une relaxation, ça peut me faire ça. Je perçois en fait les énergies de manière encore plus tangible. Du coup, je vais pouvoir par exemple ressentir mon champ énergétique autour de moi, mais de manière vraiment tangible. Euh, Comme si, enfin, je sais pas comment décrire le truc, je le ressens quoi. Et du coup, ça fait une sensation qui fixe mon attention. Parce que je suis en train d'analyser ce qui se passe. Ce truc impalpable que je ne vois pas d'habitude, que je ressens de manière très différente quand j'ai les yeux ouverts et que je suis complètement éveillée. Quand je suis en méditation ou en relaxation, je ressens vraiment ça et ça me fait une expérience à vivre en fait pendant que je médite. Du coup, j'ai pas le cerveau qui turbine sur plein d'idées et tout ça là. Aussi, souvent, je fais des méditations plutôt guidées où je médite sur de la musique et donc la voix de la personne et ce qu'elle raconte ou la musique suffisent à fixer mon attention. Parce que justement, comme je ressens tout ça de manière très intense, c'est pas assez léger pour que je m'évade quoi dans mes idées. Je ne peux pas méditer plus de 15 minutes. Au bout d'un moment, par contre, c'est pas assez stimulant et là ça repart, mon cerveau il repart, j'ai envie de bouger, je peux pas, enfin c'est pas possible. Donc il y a quand même le TDAH qui revient à la charge à ce moment-là. Et d'ailleurs, j'en ai pas parlé tout à l'heure par rapport à mes goûts, au niveau des goûts, mais pour l'alimentation, je me lasse très vite de manger tout le temps la même chose. J'ai vraiment besoin de stimulation à ce niveau-là. Il faut que ça soit, comment dire, globalement la façon dont les deux, dont l'autisme et le TDAH s'articulent ensemble chez moi, c'est que je vais avoir besoin d'une structure, d'un système qui est répétitif, mais à l'intérieur duquel les éléments vont pouvoir varier. C'est la solution que j'ai trouvée. Donc il y a des moments où je vais avoir plus besoin de routine et de choses très structurées. Il y a d'autres moments où je vais avoir besoin d'être plus stimulée. Du coup, pour pallier à ces besoins comme ça, assez fluctuants, bah, souvent je dis ah bah aujourd'hui je suis plus autiste, aujourd'hui je suis plus TDAH. On dit ça en rigolant avec les enfants. Et en fait, c'est ça, quoi. Du coup, j'essaye de réfléchir les choses en créant des systèmes à l'intérieur desquels les éléments peuvent varier. Les systèmes sont toujours les mêmes, donc j'ai la structure qui me rassure, et la variation à l'intérieur sert de stimulation par rapport au côté TDAH. Alors, j'en étais où? Donc, ce qui est essentiel dans ma vie. J'en étais là. Et donc, je parlais des activités créatives et des travaux d'aiguille avec le côté répétitif, et qui était très intéressant par rapport à ce que je viens de dire. On va dire que l'activité elle-même, le geste, c'est la structure, mais à l'intérieur, ce qui va me stimuler, c'est l'acte créatif déjà, le fait de devoir trouver des idées, trouver des associations de formes, etc. Les couleurs, très important. Ça, c'est très stimulant pour moi. Et donc voilà. Et du coup, par rapport à la couleur, j'aime aussi beaucoup tout ce qui est peinture, aquarelle, coloriage, enfin tout ce qui implique la couleur en fait. Ça me fait beaucoup de bien. C'est essentiel pour moi de pratiquer des activités comme ça. Ça fait vraiment partie des choses, enfin ça fait partie de mon quotidien quoi. C'est pas juste un loisir, c'est important. Autre chose qui est essentielle pour moi et qui est assez atypique, c'est que je ne suis pas capable de me restreindre. Alors ça peut être relié au TDAH avec ce qu'on appelle la dépendance à la récompense immédiate. J'aime pas trop cette expression. Mais bon, c'est ce que c'est là où on en est pour l'instant. Je crois qu'il y avait de nouvelles expressions qui commençaient à germer ces derniers temps que j'ai vu passer, qui parlaient de cet aspect-là des choses. Mais bref, moi en fait, je ne suis pas capable de me restreindre. Je dois vraiment écouter ce que mon corps me dit en termes d'envie ou de non-envie. Sinon, je perds complètement ma joie de vivre. Mais vraiment. Donc surtout pas les régimes alimentaires, les objectifs qui demandent une discipline de fer, c'est vraiment pas pour moi. Ça veut pas dire que je m'épanouis dans le désordre, bien au contraire.
j'ai quand même besoin de, comme je disais tout à l'heure, de structure. Mais en fait, c'est comme si j'avais besoin d'un certain degré de liberté pour être bien, un degré assez important. Et c'est même pas que la liberté, en fait, c'est aussi le plaisir, parce que ouais, sinon vraiment je déprime, mais de manière assez intense, quoi. Et en plus, j'ai remarqué que quand je me laisse aller à ça, mon corps il se régule de lui-même. Il y a pas d'excès, il y a pas de dépendance, justement. Euh, Comme j'ai pu avoir il y a pas mal d'années en rapport avec l'alimentation, bah justement, ce qui m'a permis de sortir de mes troubles alimentaires à l'époque, qui étaient plutôt du côté boulimie, hyperphagie, c'est d'arrêter toute restriction. En fait, j'ai découvert un jour ce qu'on appelle l'alimentation intuitive, et la première phase, c'est de tout s'autoriser sans aucune limite, et de se rendre compte que très vite, le corps, ça l'intéresse plus de binger je ne sais quel aliment, parce qu'en fait, il est sûr qu'il va pouvoir en reprendre quand il en aura besoin. Et c'est comme ça que j'ai pu me sortir de ces problèmes-là. Donc, et c'est pas faute d'avoir couru les thérapeutes et les psys et autres, hein. En tout cas, dans mon cas, ça a fonctionné. Je dis pas que c'est ce qui marche pour tout le monde, mais dans mon cas, ça a fonctionné. Et du coup, je fais ça avec tout, que ce soit l'alimentation, le sommeil, le sport, les sorties, le travail, enfin vraiment, je fonctionne pour tout avec cette écoute de moi-même. Et c'est un peu ce que les anciens me disaient à l'époque où ils m'ont montré ça. Ils me disaient toujours d'attendre la minute sympathique. Et moi, j'étais terrorisée à l'idée de ne jamais avoir envie de faire ce truc relou qu'il fallait faire. Et en fait, j'ai réalisé que comme avec l'alimentation, quand je me laisse juste exister avec les envies que j'ai au moment où je les ai, eh bien, les choses s'ajustent d'elles-mêmes et je trouve la motivation pour faire les trucs relous que je suis obligée de faire, genre déclaration d'impôt ou je ne sais quelle autre chose du genre. Mais ouais, je suis pas capable de vivre avec des restrictions, des choses trop rigides qui encadrent mes faits et gestes, c'est pas possible. Il y a des moments où ça respecte pas du tout ce à quoi on s'attendrait en matière d'habitudes de vie saine, ou de ce qu'on considère comme nécessaire pour la réussite d'un projet, ou des trucs comme ça. Mais en fait, moi, si je suis trop dans la contrainte, j'arrive plus à fonctionner, ni mentalement, ni physiquement. Mes capacités, mes compétences, elles diminuent, et du coup, bah, je peux juste pas fonctionner comme ça. Donc, j'ai arrêté de vouloir faire comme les autres, parce que ça marche pas pour moi, c'est tout. Donc voilà. Et puis, dernière chose essentielle, évidemment, il y a ma spiritualité et le fait d'être en contact avec les anciens. Ça, c'est vraiment essentiel. Donc, avoir du temps où je peux échanger avec eux, leur poser des questions, recevoir leurs conseils, etc. Et puis voilà. En fait, je pense que si j'étais pas dans une période de vie difficile, comme maintenant, je passerais peut-être pas autant de temps à faire des tirages de cartes, à écouter des guidances sur YouTube ou des trucs comme ça. Je pense que c'est parce que vraiment j'ai besoin de ce soutien-là en ce moment. Mais quand même, je pense que même quand ça ira mieux, j'aurai quand même toujours ce truc. De toute façon, on est toujours connectés et je peux pas m'empêcher de les entendre dans ma tête. C'est-à-dire que si je suis en train de faire un truc et que je me pose une question, direct, ils vont me répondre. Même si je leur demande pas directement. Si je suis en train de marcher dans la rue et que je m'apprête à me cogner à quelque chose, ils vont me prévenir avant, d'une manière ou d'une autre. Soit par intuition, en m'envoyant une image, ou par une sensation qui me met en alerte. Enfin voilà, je suis tout le temps connecté avec eux, c'est comme ça. De toute façon, je pense que c'est la norme. Quand on est conscient de cette présence-là, c'est pas quelque chose qui est matériel, donc forcément ça peut jamais être coupé, sauf si on décide soit de prendre de la distance avec. Donc voilà. Mais par contre, oui, d'avoir un échange conscient avec eux, ça fait partie des choses qui sont essentielles pour moi, même si je pense que ce sera moins intense quand je serai un peu plus en forme. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de l'ovni que je suis. Alors, je suis pas un objet volant, mais peut-être non identifié.
Voilà, je vous ai raconté un peu comment c'est de vivre dans mon corps, avec ces perceptions-là. On appelle ça comme on veut. Moi, j'ai décidé que j'étais pas handicapée, et que j'étais plutôt juste un être particulier, avec une façon de fonctionner particulière, mais ça fait pas de moi quelqu'un de moins fort, ou moins efficace. J'ai juste besoin d'être forte et efficace d'une autre façon. Voilà. Ce sera du coup le mot de la fin. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.